Voilà, donc bonjour à tous. Alors je sais que parler en dernier, tout vous a déjà été dit, vous êtes extrêmement compétent et je ne suis pas une professionnelle de la communication. Donc je vous demande indulgence. D'abord parce qu'on m'a prévenu très tard et que la situation en ce moment est assez compliquée, je pars en voyage tout le temps. Voilà. Alors voilà, je précise, je ne suis pas une professionnelle de la communication, mais évidemment quand même je fréquente beaucoup les communicants, puisque je dirige le CELSA, et vous savez que le CELSA se consacre beaucoup à la communication. Moi, mes travaux de recherche, ils portent plutôt sur l'éthique, pas TIC, mais l'éthique dans les relations de travail, et puis dans le business éthique, parce qu'on est vraiment confronté à des problèmes comme cela en ce moment. Et donc j'avais fait une thèse où j'essayais de démontrer que les relations de travail et les relations avec tous les stakeholders reposaient sur un principe de donner de la liberté, mais en contrepartie, assumer des responsabilités. Donc je reste toujours convaincue de cela. Alors, je ne vais pas me nourrir de travaux que j'ai faits sur la communication interne, parce que j'en suis moins compétente que beaucoup d'autres, mais par contre, je lis beaucoup de mémoires et je dirige des thèses qui sont quand même très proches des thèmes que vous traitez aujourd'hui, qui constituent un observatoire assez important de ce qui se passe en ce moment. Et je m'appuierai particulièrement sur une thèse qui est menée par une de mes étudiantes dans une entreprise qui a connu une série de suicides épouvantables, et elle étudie, elle, comment les processus de communication envers la ligne managériale à cette époque-là, vous reconnaissez l'entreprise bien sûr, n'ont pas fonctionné. Donc c'est peut-être là-dessus que je m'appuierai le plus, mais j'aurais, contrairement à mon collègue précédent, pas une approche de sciences de gestion, mais une approche de sciences humaines et sociales, parce que c'est ce que nous revendiquons dans notre discipline. Voilà. Alors, on a changé le titre plusieurs fois quand on m'a annoncé cette obligation d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me positionner en vous proposant de vous parler plutôt de processus de communication pour accompagner, et plutôt que la crise, je dirais le changement. Parce que la crise, c'est tout le temps. Je ne suis pas sûre qu'en ce moment, on ne soit pas tout le temps en changement et que ce changement permanent ne provoque pas à l'heure actuelle une crise. Alors, la crise, contrairement à son étymologie, parce que je ne sais pas si on vous a parlé d'étymologie, mais moi je reviens toujours à l'étymologie, est devenue permanente. Alors parce que quand on regarde l'étymologie, c'est un moment, c'est la krisis, en grec, et krisein aussi, et c'est le jugement, c'est décider, c'est faire un choix, c'est passer au crible, c'est passer sur des critères pour bien décider. Alors chez Hippocrate, pas dans le film, mais chez Hippocrate, c'est le moment où l'on doit décider du traitement du malade. Et en latin, c'est pareil, c'est un assaut pour décider de finir la guerre. Au Moyen-Âge, c'est une manifestation grave d'une maladie. Dans le Littré, donc au XVIIe, c'est un terme de médecine encore. C'est maintenant qu'on parle de plus en plus de crise. Alors, vous avez donné une définition, je dirais que c'est une période de tension, de changement et de remise en cause. Donc moi, je vais me focaliser plutôt sur les relations entre management, même direction générale et salariés. Je suis tout à fait d'accord avec vous que le rôle des dirigeants et des managers est primordial. Monsieur Markel a très bien dit aussi, c'est primordial. Alors, évidemment, vous dites qu'on ne peut pas avoir une typologie des crises, c'est sûr, mais quand même, on ne peut pas confondre, je pense, un train qui déraille, un avion qui se crache, un tsunami, une crise financière, tout ça étant très grave, une crise sociale, l'annonce de plans sociaux, une crise politique d'entreprise, comme le changement donc, dans cette entreprise qui a provoqué beaucoup de suicides. Voilà, alors tout dépend bien sûr dans la crise, à la fois de la culture de l'entreprise, de son métier, de son impact, de sa taille, et de l'effet qu'elle fait sur les masses ou pas, voilà, les conséquences que cela va entraîner pour toute une société ou une partie moins importante de société. Et je distinguerai des crises latentes, ce qui correspond un peu à ce que vous dites, qui suscitent donc un climat de méfiance, un manque de confiance dans l'avenir, des relations difficiles, une crise latente qui n'est pas déclarée mais qui est larvée et qu'on n'arrive pas à juguler parce qu'elle est quasiment permanente, alors qu'il y a des crises aiguës qui surviennent sans qu'on n'ait pu les prévoir, comme les crises écologiques, le tsunami de Fukushima en est un exemple, un crash d'avion, on ne l'a pas prévu évidemment. Voilà. Alors, de tout ça, il ressort qu'il vaudrait mieux avoir une politique préventive que réactive. Je ne parle pas forcément pour le principe de précaution, mais il vaut mieux prévenir.
Et donc, je vais peut-être un peu me focaliser sur la question qu'on utilise beaucoup, basiquement d'ailleurs en communication, qui est qui dit quoi à qui, avec quel effet, le fameux schéma de Lasswell que vous connaissez tous. Et donc, moi, je dirais en premier que qui doit parler quand il y a une crise qui se révèle, hein, latente qui devient réelle ou aiguë, hein, qui se déclare. Et à mon avis, hein, là j'ai une position assez nette, c'est forcément hein, au plus haut niveau qu'on doit parler et que ça cascade. Évidemment que ça cascade bien. Alors, il y a plusieurs styles de management, hein, plusieurs types de direction. Ça dépend vraiment du style, du métier, de la culture de l'entreprise. Vous savez, il y a des typologies. Je suis comme vous, j'aime pas beaucoup les typologies, mais Max Weber en fait une qui est pas mal parce qu'il y a quand même des lieux plus bureaucratiques, des lieux plus traditionnels et des lieux où le charisme est absolument indispensable. Je pense à des start-up ou autres. Et les typologies que fait Saint-Saulieu après Mitzberg sont pas mal non plus parce qu'ils différencient tout ce qui est justement bureaucratique, maestriciel, professionnel et puis militant, enfin missionnaire, start-up. Et évidemment, ça conditionne la relation qui s'établit entre la direction et les salariés. Mais toujours est-il que la direction, c'est elle qui peut rétablir la confiance et la méfiance. En appui avec la communication, bien évidemment. S'il n'y a pas une action de la direction, il y a un risque d'anarchie, forcément, hein, puisque l'anarchie, c'est l'absence de pouvoir. Il faut qu'il y ait un pouvoir pour rétablir les crises, pour les comprendre, pour les analyser, pour réagir, comme l'ont dit très bien nos prédécesseurs. Et en plus, il ne faut pas nier que la crise pourrait avoir un aspect assez structurant. Malgré tout, moi j'aime beaucoup les théories de Georges Simmel, le sociologue allemand, Simmel, qui dit que le conflit est structurant parce que les parties qui sont en antagonisme sont obligées de se positionner, de se déclarer, de se grouper, et donc parlent et révèlent leur position et permettent à l'autre partie hein, de rebondir sur la position qui est exprimée. Et bien sûr, on sait que le conflit, c'est le début hein, du travail pour la paix. Voilà, alors évidemment, qui dit quoi à qui, je vais prendre cette question-là, à des salariés qui, en ce moment, pour différents facteurs très systémiques, sont quand même en permanence, ont l'air d'être en crise parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose au contexte actuel. Il y a l'incertitude sur l'avenir, il y a une complexité très forte. Vous disiez, je crois, M. Barquet, qu'on ne peut pas comprendre comment ça s'est produit à la Société Générale. Imaginez comment nous pouvons comprendre. Hein. Il y a la globalisation, il y a les problèmes identitaires, il y a une reconfiguration perpétuelle des entreprises, il y a un changement de périmètre et d'actionnaire. Il y a, on le dit, un individualisme épouvantable dans la société contemporaine. Les Français sont hypocondriaques, la génération Y, on ne sait pas la gérer. On a la fatigue d'être soi, c'est le titre d'Ehrenberg que j'aime beaucoup. En ce moment, parce qu'on est obligé d'être bon. Il y a un sentiment d'injustice latent, parce qu'il y a des écarts de salaire phénoménaux dans les entreprises. Enfin bref, il y a une extrême fragilisation de sentiments d'appartenance, de la motivation, du fait on va réagir bien quand on est un salarié. Parce qu'il y a en particulier une fragilisation de la ligne managériale. Alors, qui dit quoi? Donc je vous l'ai dit, pour moi c'est le CEO, mais évidemment, dit quoi, comment. Et on sait très bien si on se réfère, alors je fais exprès de vous donner des références universitaires parce que c'est un peu mon rôle, hein, je vais m'en référer à Austin dans la pragmatique et qui dit bien que la parole, speech is act, hein, how to do things with words, quand on parle, on agit. Et donc la parole, elle est difficile, elle est contraignante, c'est un exercice de leadership, là, pour le coup, extrêmement difficile à porter et on peut faire une faute de rhétorique extrêmement rapide. Alors des spin doctors, on en parlait toutes les deux, des coachs vous accompagnent, mais on n'évite pas la faute très lourde qu'on est capable de faire si on n'est pas, je crois, comme vous, dans la vérité. C'est Denis Marquet, je crois, surtout qu'il le disait, si on n'est pas dans... On croit à ce qu'on dit. On ne raconte pas n'importe quoi, on croit à ce qu'on dit. Moi, il y a un terme que j'aime énormément en communication, c'est le mot de juste, parce qu'il a plusieurs significations. Juste, ça veut dire que c'est vérifié, que c'est vrai. Ça veut dire aussi que c'est ajusté, adapté au public. Et ça veut dire aussi que ça tient compte hein, du public auquel on s'adresse et donc que c'est aussi équitable. Donc je crois qu'en communication, même en période de crise, il faut être juste,
dans le ton qu'on emploie et dans ce qu'on dit. On ne peut pas tout dire, bien sûr, on ne sait pas tout, mais en tout cas, qu'on ne dise que des choses auxquelles on croit. Alors, dans qui dit quoi à qui, etc., avec quel effet, on a à choisir comment on s'exprime, avec quels moyens. Et là aussi, on est en proie à des dangers à l'égard des salariés, parce que si on s'exprime d'abord à la télé ou d'abord avec les syndicats avant les cadres, et on est quand même en France obligé, hein, si on utilise les réseaux sociaux ou si les médias découvrent la crise avant les managers ou avant les salariés, évidemment c'est ennuyeux. Hein. Donc le choix du canal, et je suis encore une fois d'accord avec M. Marquet, on parle d'abord à l'interne, on choisit la cible la plus fragile et la plus proche, et en étant bien sûr à toutes les parties prenantes. Voilà. Alors, dans qui dit quoi, il est facile quelquefois de trouver un bouc émissaire. Hein, c'est la théorie de René Girard. Il faut un bouc émissaire et il y a en contrepartie une victime. Hein, le bouc émissaire est rendu coupable de la victimisation qu'on fait des salariés quelquefois ou d'autres personnes qui sont touchées par la crise. C'est très dangereux de nommer le bouc émissaire, parce qu'évidemment le bouc émissaire va se retourner peut-être contre vous, on aura mal analysé, comme vous le disiez, on aura des présomptions sur le bouc émissaire possible, ça ne sera pas celui-là qui sera le bouc émissaire, on s'est trompé. Vous voyez comme c'est difficile de manager une crise, mais je suis sûre que vous en avez vécu, moi je vous en raconterai juste une après qui m'est arrivée dans mon mandat, mais qui s'est heureusement bien résolue. Sur comment on parle, parler à la télévision, parler aux médias, parler dans la presse, parler sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Évidemment, il faut doser et analyser le média pour savoir comment s'y adresser, s'adresser à ce média, mais en tout cas, les réseaux sociaux peuvent vous revenir en boomerang, donc à manier avec prudence. Comment on s'appuie pour avoir de l'effet sur la communication, puisque c'est quand même votre métier, à vous tous. Hein. Comment peut-on mobiliser la communication pour être aidé vis-à-vis des salariés? À mon avis, premièrement, en anticipant, si possible. Et pour anticiper, il faudrait pouvoir analyser le contexte, mesurer l'état du climat de l'entreprise, l'état des concurrents, l'état du produit, voilà. Or, on sait que mesurer, moi je ne suis pas en sciences de gestion, donc je sais moins bien mesurer que vous, mais que mesurer, on peut se tromper. On connaît toutes les enquêtes qui existent et qui sont votre panoplie quotidienne, que ce soit Gallup, je ne sais plus, moi, dans le dernier mémoire que j'ai lu, il y avait Team quelque chose, Team Social, enfin bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je lis un nombre incroyable de mémoires sur des enquêtes de climat social qui sont faites, de climat sociaux, et puis tout d'un coup, Bloom, on s'aperçoit que c'était pas exactement, c'est une image à un instant T et que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et même si très souvent aux États-Unis, je sais pas au Canada, mais aux États-Unis, vous avez des enquêtes qui montrent que le climat, un management qui cherche le bien-être de ses salariés va obtenir plus de performances. On prouve l'un et on prouve l'autre. On peut aussi avoir un management top-down et que ça marche quand même aussi. Alors, l'anticipation par des enquêtes et par quelque chose que je fais souvent et auquel je crois beaucoup, c'est la sociologie des organisations, vous ne direz pas le contraire, qui nous permet d'évaluer un peu qui on a comme corps social, qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, quelle marge de manœuvre ils ont, quelle zone d'incertitude, etc. Vous connaissez la théorie. Ça, c'est, à mon avis, essayer quand même d'être proche de son corps social et de le connaître au mieux, bien sûr aussi de ses parties prenantes, c'est très important. On a d'autres éléments de management, comme la formation, comme le partage de valeurs, les textes de charte éthique, toutes les inventions qui se font en ce moment autour du bien-être. C'est une notion qui semble circuler dans les entreprises, la nécessité d'assurer le bien-être des salariés. Bien sûr, aussi des tas d'éléments de reconnaissance, qu'elle soit financière ou symbolique, enfin tout ce qui va faire que le climat social va être meilleur et va porter ensuite l'aide générale que les salariés vont avoir, la réaction qu'ils vont avoir, qui est de défense de l'entreprise, de consolidation du sentiment d'appartenance et donc de coopération pour rétablir une ligne plus paisible.
Voilà. Donc on peut aussi s'appuyer sur des négociations permanentes, avec des négociations, vous connaissez les modèles de Jean-Daniel Reynaud, hein, qui sont, les meilleurs évidemment sont les négociations qui sont de régulation et évidemment participatives. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre demande, mais je vais juste vous raconter un cas, puisqu'on parle de cas. Dans ma deuxième année à la fin de la première année de mon mandat, il y a les concours d'entrée. Comme chaque année, il y a des concours d'entrée au CELSA. On organise ça très minutieusement. On est évidemment rivé sur est-ce qu'on reçoit bien toutes les copies, est-ce que tout le monde est là, est-ce que les correcteurs ont leurs copies, etc. Et malheureusement, au retour des copies, on s'aperçoit qu'il en manque 100. 100 sur les copies de journalistes. Un correcteur prétend nous les avoir données, pas un titulaire, rassurez-vous, prétend nous les avoir données, on ne les a jamais reçus. Qu'est-ce qu'on fait pour les candidats qui sont venus composer un dimanche à Arcueil et qui, éventuellement, doivent revenir? Qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est épouvantable. Donc on est un peu affolé, donc on fait une cellule de crise, comme vous faites, et on se dit, bon, eh ben, il faut que quelqu'un prenne la parole, donc évidemment c'est toi, donc en l'occurrence c'est moi, qu'est-ce que tu dois faire? Alors premièrement, on appelle les autorités, parce qu'il faut prévenir son ministère, le recteur, les concurrents, parce que quand même ils pourraient s'en moquer et s'en servir, les journaux, parce qu'on travaille, c'était les copies de journalisme, et puis évidemment, tous les correcteurs, etc., et les étudiants. Hein, et j'appelle Arcueil, et là le directeur de la commune du Madame, enfin, même Polytechnique, il perd les copies, vous inquiétez pas, c'est très fréquent, vous n'avez qu'à faire revenir les étudiants. Donc on écrit aux étudiants, et 10 jours après, ils reviennent, et on en perd au passage 50, ce qui est quand même extraordinaire. Mais j'ai vu là comment, j'ai vécu la chose dramatiquement, enfin, c'est pas comme Fukushima ou Kerviel ou des choses comme ça, c'est beaucoup moins grave, mais quand même, j'ai vu que la cohésion interne était ce qui était le plus important. C'est-à-dire que l'équipe fasse bloc. Hein. Et pour qu'elle fasse bloc, il faut qu'on ait une certaine crédibilité, dire la vérité aux étudiants et à tout le monde, et surtout s'appuyer sur tous les enseignants de l'école, tout le monde, hein, et faire en sorte qu'on soit tous ensemble. Et je pense que ça se sent dans tous les cas. Alors là, c'est un tout petit cas, il y a bien pire. Alors, évidemment, j'ai fait un petit corpus quand même pour vous voir. Alors, surtout que je suis en train d'écrire un article pour une revue économique, pas en tant qu'économiste, hein, en tant que spécialiste des médias. Et je lisais hier 2 choses assez intéressantes qui rejoignent quand même ce que je viens de vous dire. Guillaume Pépi, Le portrait dans le monde, vous l'avez tous lu, j'imagine, et on dit de Guillaume Pépi que son plus grand... Il multiplie les contacts avec les salariés et il multiplie les dîners avec les élus. Donc voilà quelqu'un qui communique largement. Et de l'autre côté de la page, on a les pilotes d'Air France en grève. Et là, on voit que la négociation est terrible. Je crois qu'on n'aura pas d'avion. D'ailleurs, moi, demain, je pars au Liban, mais je ne prends pas Air France. Je pense qu'on n'aura pas d'avion Air France avant un certain temps, parce que ça a l'air complètement bloqué. Et on remarque une phrase d'une salariée d'Air France, qui est une navigatrice, mais pas un pilote, et qui dit « Chez Air France, les choses se font de façon unilatérale. La direction impose. Dans cette entreprise, les choses se passeraient mieux si on était associés. » Voilà, alors c'était juste pour vous prouver que c'est un sentiment, je pense, partagé par vous tous, que ça passe par une parole vraie. Voilà, alors je vais laisser la parole. Je suis sûre que vous savez tout ça par cœur. Laurence a un témoignage beaucoup plus important que ce que je viens de vous dire. Pas plus important. Je voudrais juste... dire à Denis qu'on peut, dans les systèmes en crise permanente, on peut ajouter les autoroutes aussi. Parce que j'ai pas voulu en parler. Si vous écoutez les 20h ce soir, vous saurez à quoi j'ai passé une partie de ma journée, puisqu'il y avait le énième rapport d'une énième autorité qui vient dire que les sociétés d'autoroutes gagnent trop d'argent. Voilà, bon. Ça, c'est pour ma vie d'aujourd'hui. Mais le témoignage que je voudrais vous apporter, c'est celui d'une vie d'il y a une petite dizaine d'années, puisque j'étais directeur de la communication d'autoroute et tunnel du Mont-Blanc en 1999, quand il y a eu l'accident du tunnel du Mont-Blanc.
Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans la proposition de communication et entreprise, c'était la notion d'accompagnement de l'interne. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été médiatisé, qui n'a pas paru dans les journaux, puisque c'est quelque chose que... Alors c'était une toute petite entreprise en termes de nombre, hein, on n'est pas sur les milliers de salariés de certaines banques ou d'autres secteurs, c'est 60 salariés au tunnel, et puis c'était une centaine à l'autoroute Blanche. Et donc cette notion d'accompagnement, elle m'a semblé intéressante parce que les salariés dans une crise aussi brutale, aussi sévère, aussi dramatique que celle-là, ils sont au centre de tous les paramètres de critique, c'est-à-dire qu'ils ont peur, ils sont insultés, ils sont trahis, ils se sentent trahis, ils sont attaqués, en plus dans une petite communauté comme Chamonix ou comme la Haute-Savoie, où tout le monde sait où vous travaillez, qui vous êtes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui les atteignait, cette crise les atteignait dans toutes les dimensions de leur vie. Alors je ne veux pas être trop longue, mais donc dans cette notion d'accompagnement, j'ai retrouvé ce qu'on a dû faire à la fois pour protéger ceux que j'ai appelés les héros, c'est-à-dire les sauveteurs qui sont partis à la recherche des victimes et qui d'ailleurs n'ont sauvé personne, ils ont dû être sauvés eux-mêmes, donc c'était assez critique. Et puis aussi protéger les salauds, puisque les autres qui n'avaient pas fait, qui étaient juste restés là à gérer, c'était devenu les pires des pires et l'entreprise avec. Et les héros, il fallait les protéger d'eux-mêmes, puisque bien sûr les médias étaient complètement à leur recherche, cherchant à leur faire témoigner de ce qu'ils avaient vécu et à dire des choses qui venaient de ce qu'ils avaient vécu. Et les salauds, il fallait aussi les protéger puisqu'ils avaient perdu leur honneur, ils n'étaient plus rien, ils n'étaient plus personne, et il fallait reconstruire tout ça. Et juste, pour aller très vite, un petit paramètre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans une crise, on a tout de suite la cellule de protection psychologique ou d'écoute psychologique. Et j'avoue que quand j'ai proposé qu'on mette en place une cellule psychologique au tunnel, on m'a regardé en me disant « mais c'est quoi ça ?» Mais bon, c'est pas parce qu'il y a 5 personnes sauveteurs, ça va aller. Non, en fait, c'était une cellule psychologique pour l'ensemble de l'équipe, parce que même les standardistes qui recevaient les appels de gens qui ne savaient pas où étaient leurs proches et qui étaient submergés par les appels avaient besoin donc il fallait aussi cette dimension dans les premières heures. Il fallait aussi, dans la relation avec l'interne, limiter les règlements de compte personnels, parce que ça existe toujours dans une gestion de crise. C'est pas lui, c'est l'autre, mais on l'avait dit, on avait prévenu ce manquement à la sécurité, ce manquement à telle chose, on avait demandé ça, on l'a pas eu, etc. Donc ça aussi, il faut arriver à le gérer. Et il y a dans la dimension psychologique à laquelle moi j'ai été assez sensible, c'est aussi l'accompagnement dans les cérémonies. C'est-à-dire que dans ce cas précis, je ne peux parler que de celui-là, je pense qu'on a dû avoir une première cérémonie de mémoire aux victimes 15 jours après. Ensuite, on a eu tous les ministres qui sont passés, le président de la République, et le pape, mais le pape c'était de l'autre côté, c'était côté italien. Donc personne ne nous a manqué dans l'histoire, et pour les équipes, voir passer ces personnalités, voir ces cérémonies s'organiser sur leur lieu de travail, puisque tout ça se passait sur leur lieu de travail, c'était à la fois extrêmement émouvant, et ils ne se sentaient pas le droit d'y participer. Or le souvenir et la mémoire aux victimes, ils avaient tout autant le droit d'y aller. Et là, quand je parle d'accompagnement, c'était carrément les prendre par la main et leur dire « on y va. Si moi j'y vais, vous y allez avec moi, d'accord ». Et donc on y allait, on faisait ce qu'on avait à faire et on repartait. Et quelque part, ça construit aussi la relation d'une équipe. C'est-à-dire que quelques années après, maintenant je n'y travaille plus, mais j'ai gardé beaucoup d'attachement à cette entreprise, il y a ceux qui ont vécu la crise et ceux qui ne l'ont pas vécu. Et ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte aussi dans la relation avec les salariés. Je vous livre en vrac un petit peu les choses, et veuillez m'en excuser. Et il faut aussi accepter dans la relation avec l'interne d'entendre ce que j'ai entendu un jour de la part d'un syndicaliste. Cette histoire de crise, c'est votre affaire, c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre. Un syndicaliste me disait ça parce que pour lui, certes, la compétence des équipes était attaquée, et certaines personnes, on a parlé de violence à un moment donné cet après-midi, certaines personnes étaient effectivement attaquées, et je ne parle pas du management, là, je parle vraiment du tout middle management, étaient attaqués très personnellement, mais ils n'avaient pas envie
même le premier opérateur de base n'avait pas envie d'être... le syndicat n'avait pas envie de les défendre, non pas parce qu'ils ne le reconnaissaient pas comme professionnels, mais parce qu'ils estimaient que ce n'était pas leur rôle. Et donc c'était une crise à gérer par le président, le directeur général et la communication. Débrouillez-vous avec ça, et ce n'est pas notre affaire. Nous, on doit continuer à vivre là tranquillement. Et puis alors, comment, pour répondre à certaines des choses que j'ai entendues tout à l'heure, comment justement porter cette parole qui parle à l'interne? Nous, on avait choisi une chose très simple, c'est-à-dire que 60 salariés là-haut, une centaine en bas dans la vallée sur l'autoroute Blanche, qui mène donc au tunnel du Mont Blanc, et ben on a organisé des réunions. Voilà. Et le président s'est rendu disponible. On a dû faire, je ne sais pas, pour 100 personnes, une vingtaine de réunions, puisque les gens sont postés, donc il faut se rendre... disponible. Et là, c'était dans une salle, des chaises, une table, et voilà, on est là, posez-nous toutes vos questions, on va vous répondre. Et là, ça rejoint exactement ce que vous disiez, à savoir la transparence, la vérité. Est-ce que notre entreprise va couler? Est-ce qu'on va réouvrir? Est-ce qu'il va y avoir des accusations que va donner le procès, etc. On sait, on ne sait pas, ça on peut vous le dire, ça on ne peut pas vous le dire. Et ça a permis justement de casser un peu les fantasmes, parce que toute cette peur, toute cette angoisse qui était autour des équipes a pu trouver une réponse. Et voilà, c'était aussi, quelque part, aussi simple que ça, mais ça demandait un sacré courage à ceux qui se sont mis en face des salariés et qui ont répondu, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes finalement. Hein. Voilà. Et puis, je voudrais juste, pour ne pas prendre trop de temps, vous faire part du plus beau compliment qui m'a été fait dans cette histoire. Ça venait du président de la RSMB, qui était l'association du respect du site du Mont Blanc, dont l'essentiel de l'action était de ne pas faire réouvrir le tunnel. Dans une réunion publique, à un moment donné, quand ils ont compris quand même que le tunnel finirait par réouvrir, et avec des camions, ce qui était leur objectif de ne pas en avoir, il est venu vers moi, il m'a dit « Vous faites vraiment un sale métier, mais je dois reconnaître que vous le faites bien. » Donc, je me suis dit là, ce jour-là, voilà.